Donc, bienvenue à tous au fur et à mesure que vous arrivez à ce premier webinaire du mois de mars. On atteint, oui, ça l'est, le nombre grossit. Donc, je m'appelle Marie et je suis avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Marc en distance, à distance. Au cours des 5 prochaines semaines, nous vous proposons une série de 13 sessions de 45 minutes qui vont être toutes différentes. Cette semaine, les 3 webinaires généraux concernent l'apprentissage par le jeu pour aujourd'hui et les Lego Braille Bricks et leurs concepts pédagogiques demain et après-demain. Nous continuerons ensuite pour les semaines suivantes avec 10 ateliers pratiques amusants pour découvrir des activités, regarder les enfants apprendre le braille avec les briques, partager des trucs et astuces et construire ensemble des leçons complètes. Pour vous inscrire, vous avez le lien sur le chat qui va apparaître. Si vous avez encore, si vous n'avez pas déjà réservé toutes vos dispos. C'est 45 minutes de session, comme je disais au départ, et on va garder, donc 3 quarts d'heure, on va garder un petit quart d'heure à la fin pour des échanges si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à utiliser le chat. Il y a à la fois le chat et ce qui s'appelle Q&R, donc pour les questions et réponses. Et vous pouvez vous exprimer là-dessus, nous poser des questions. On est disponible pour ça. Ces sessions sont enregistrées. On espère pouvoir les mettre en ligne, ce n'est pas encore tout à fait sûr. Elles sont mises en ligne au fur et à mesure en anglais. En français, c'est un peu plus compliqué. Et on travaille actuellement à la création d'un MOOC, donc un cours en ligne qui permettrait de suivre ces séances et d'autres à son rythme et selon ses propres disponibilités. Ça faciliterait beaucoup les choses. Je vois qu'on a une question justement, si on manque une séance, est-ce qu'il sera possible de la suivre en différé? Elles sont enregistrées et on espère pouvoir les mettre en ligne. Vous serez mis au courant rapidement, régulièrement. Donc, on est dans un mode webinaire, ce qui fait que normalement, vous n'avez pas accès à l'audio et à la vidéo, enfin, pour activer votre micro et votre vidéo. Si vous en avez envie, aucun problème, il suffit vous avez un petit bouton lever la main, vous actionnez ça et moi, je vous décale de spectateur à panéliste et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de partager tout ça avec nous. Voilà, je pense qu'on est déjà nombreux. Donc, on va démarrer. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Oui. Donc, aujourd'hui, apprendre par le jeu. Si on passe à la diapo suivante, on voudrait juste vous expliquer un petit peu ce qu'est la Fondation Lego, parce que ces briques et ce concept sont mis à disposition par la Fondation Lego. Et alors, la plupart du temps, les gens connaissent le groupe Lego, qui se trouve au même endroit d'ailleurs que la Fondation, dans la ville de Billund, au Danemark. C'est là que la compagnie existe depuis plus de 80 ans. On verra un petit peu demain l'histoire des Lego. C'est une compagnie familiale qui est encore dirigée par la même famille que celle qui est à l'origine de la création. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le groupe Lego, chaque année, attribue 25% de ses bénéfices à la fondation Lego, ce qui lui permet de vivre et d'avoir tout un panel d'activités et d'actions extrêmement intéressantes. Et si on prend un résumé vraiment global de la philosophie de la Fondation Lego, c'est vraiment de construire un avenir dans lequel l'apprentissage par le jeu permet aux enfants de devenir des apprenants créatifs engagés tout au long de leur vie. On est vraiment là-dessus et le but de la Fondation Lego, c'est de s'assurer qu'à travers le monde, tous les enfants puissent bénéficier de l'apprentissage par le jeu, en tirer les bénéfices et vraiment que ça leur serve dans la vie plus tard. Et on sait qu'il y a quand même pas mal de pays où on a vraiment encore besoin d'expliquer ce que c'est que le jeu, quels en sont les bénéfices et comment ça peut être utile en pédagogie. Et on entend souvent d'ailleurs à la fin de la récré, bon maintenant on arrête de jouer, ou à la fin d'une petite période, on arrête de jouer et on se remet au travail. Alors que vraiment, on peut travailler en jouant. Donc, on est là avec la Fondation Lego pour essayer d'aller vers un changement de perception et de définir qu'est-ce que c'est que le jeu. Vous verrez ça avec Marc. Qu'est-ce que le jeu produit, nous fait ressentir
pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce qu'on devrait prendre le jeu plus sérieusement que tout le reste. Voilà, c'est vraiment pour ça que la Fondation Lego existe et elle œuvre au niveau de l'éducation, de la petite enfance. Elle a des actions humanitaires importantes et puis c'est aussi un centre de recherche pédagogique, entre autres, riche. Et on est vraiment dans redéfinir le jeu, réimaginer l'apprentissage afin que les enfants acquièrent les compétences nécessaires pour naviguer dans un monde incertain et complexe. C'est d'autant plus vrai en ce moment. Alors, si on était dans une présentation classique, la diapo suivante, ce serait sans doute nos photos avec un CV. Et puis, on vous listerait qui on est et ce qu'on fait dans la vie. On a essayé d'aller plus vers autre chose qui est un petit peu ce qu'on aimerait expliquer aujourd'hui et quelque chose un peu plus ouvert et de vous laisser plutôt nous poser les questions que vous avez envie de nous poser sur nous. Donc, tout ce que vous voulez savoir, ça peut être n'importe quoi. Vous avez le chat pour ça. Allez-y. C'est comme le jeu de la vérité, alors. Oui, tout à fait. Et donc, si vous n'arrivez pas à remettre votre micro, si vous voulez vraiment poser une question à l'audio, il n'y a pas de problème, vous levez la main, je vous aiderai. Sinon, utilisez le chat, aucun souci. Oui, vous pouvez avoir accès aux formations en anglais. Alors, quelle est votre formation, Marc? Première question. Très bien. Alors du coup, pour résumer, parce que je suis assez vieux, on va dire, donc j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Mais alors au tout départ, pour faire très très rapidement, j'ai fait des études de langue, en fait, anglais et russe. Ensuite, j'ai été dans l'enseignement de ces deux langues pendant pas mal de temps au collège-lycée. Et ce qui nous amène à 20 ans en arrière, on va dire, où là, j'ai décidé de devenir professeur des écoles, donc instit, et de me spécialiser dans la déficience visuelle. Donc, j'ai travaillé pendant près de 20 ans avec des enfants déficients visuels. Alors, j'ai un peu tout fait, on va dire. J'ai fait de la CLIS primaire, la CLIS collège et beaucoup de S3AS, donc en service de soins. Voilà, et je dirais c'est tout pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a une question pour Marie, du coup? Oups, il faut que j'arrive à... Alors, il y a... Oui, il y a des questions sur comment êtes-vous arrivé plus précisément à cette formation et j'en vois une qui rejoint un petit peu ça, qui est qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans ce concept de la fondation Lego? Bon, je vais prendre le relais. Donc moi, je suis ergothérapeute à la base et je travaille avec Marc depuis très longtemps. Et on a utilisé des Lego faits maison pendant des années. Et c'est du coup, je dirais, ce qui nous a amené plus précisément là. Parce que de fil en aiguille, on a rencontré pas mal de gens, fait des recherches sur le pré-braille et le braille et les enseignements de ces deux groupes-là. Et puis rencontré des gens de la Fondation Lego qui avaient déjà démarré ce projet. Alors, Marc, avez-vous déjà des retours des Lego en braille? Alors, par rapport à leur utilisation, on va dire, oui, on a pas mal de retours parce qu'il se trouve que la Fondation Lego fait également une recherche, un peu un suivi international par rapport aux différents pays qui ont eu la distribution. Et avec des questionnaires, il y a des personnes, même, il y a une vingtaine de Français qui ont été interviewés pendant 45 minutes où il y avait plein de questions justement un petit peu sur leur ressenti, comment ça se passait, si ça avait un impact sur l'enseignement. Donc oui, on commence à avoir des retours. Alors, il faut que ça soit analysé, on va dire, et après, évidemment, on en fera part aussi à tout le monde. Allez, allez-y, hein, même des questions. Alors, moi, j'ai une question pour Marie. Ah. Alors, qui est peut-être un peu bizarre pour ceux qui ne connaissent pas Marie, mais avant, elle avait les cheveux très longs et du coup, je voulais savoir pourquoi elle s'était coupé les cheveux il y a un an. C'est parce que les Lego n'ont pas les cheveux longs, c'est pour ressembler à une tête de Lego. Ah oui, d'accord. On peut dire que ça peut être une réponse. Ça aurait pu être Playmobil aussi. Hein. Ah non, Mais... c'est possible de faire du braille avec des Playmobil. Question suivante, Marc. Pensez-vous que l'utilisation des Lego braille peuvent être tout de même utilisées avec des enfants malvoyants? Donc, est-ce qu'on peut utiliser ces Lego avec des enfants malvoyants? Oui, alors justement, nous, on a bâti le concept pédagogique qu'on va vous expliquer tout au fil du temps si vous ne connaissez pas déjà. Mais en gros, c'est déjà ce qu'on trouve sur le site Internet.
Et on l'a bâti pour qu'il soit utilisable pour tout le monde. C'est-à-dire, certes, il sert à apprendre le braille quand on est brailliste ou futur brailliste, mais aussi, ça sert à tout le monde à acquérir des compétences, je dirais, ordinaires que l'on travaille à l'école. Donc oui, les enfants malvoyants retrouvent bien évidemment leur place, comme je dirais les enfants voyants d'ailleurs, dans ces Lego Braille. La seule chose à avoir en tête, c'est qu'il faut forcément avoir un élève futur brailliste pour pouvoir accéder gratuitement à ces boîtes. Et je crois qu'on va aller vers une dernière question, puisque je vois que le temps passe, ça fait déjà 10 minutes. C'était est-ce qu'on préfère les Lego ou les Playmobil? Alors, aujourd'hui, on dit les Lego, vraiment. Oui, alors juste une chose par rapport aux questions. On pourra peut-être à la fin de la présentation à 17h45 rester un petit moment. Et si vous avez, il y aura ces questions-là. Et si vous en avez d'autres, on pourra aussi répondre. Alors, pas forcément des questions sur nous, mais des questions sur le concept pédagogique. Voilà. Et puis toutes les questions que vous avez sur les briques, précisément, je pense qu'on y répondra demain si vous pouvez être avec nous, parce qu'on va vraiment vous les présenter en détail et on aura à ce moment-là le temps de voir tout ça. Alors, Marc, Oui. Alors, donc là, ce qu'on voulait faire, c'était prendre, on va dire, 5-6 minutes pour vous présenter un petit peu pourquoi jouer, c'est important, en quoi c'est important. Et dans l'idée, c'est de se dire que, on va dire que si on regarde l'évolution sociale, l'évolution économique, technologique, tout va très, très vite et on a besoin d'acquérir des compétences particulières et qui ne sont pas forcément apparentées à des connaissances. C'est-à-dire, on n'est pas… l'idée d'apprendre par le jeu, ce n'est pas forcément d'empiler les connaissances, mais c'est de plus on va dire, de pouvoir fabriquer des compétences et des savoir-faire, du coup, réutilisables dans plein de situations. Et je suis persuadé que ce que je dis, et vous êtes déjà d'accord, puisque je connais beaucoup d'entre vous, plus par rapport aux interviews où on a échangé. Mais en gros, la façon dont les enfants aiment apprendre, c'est vraiment apprendre par le jeu. Il faut que ça soit spontané, il faut que ça soit sympathique, on va dire. Et dès les premiers instants de la petite enfance, on s'aperçoit que les enfants ont déjà une appétence naturelle pour le jeu et que les expériences ludiques arrivent à nourrir petit à petit, à développer l'étendue des compétences qu'ils peuvent avoir et qui leur servent après dans le monde de tous les jours. On apprend à investir dans tel ou tel domaine. Et ce qui fait que cette curiosité naturelle des enfants est très intéressante et c'est sur quoi se base le concept d'apprendre par le jeu, c'est-à-dire être capable de motiver finalement les enfants pour vraiment leur donner l'envie d'apprendre. Et c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard, mais c'est aussi notre rôle. Et alors, sur ce schéma, ça vous résume un petit peu l'état d'esprit qu'on peut avoir par rapport à un jeu, par rapport à une séance, que ce soit un jeu ou autre chose d'ailleurs. Mais si c'est un jeu, on va dire soit l'enfant, un maximum, a le choix, il fait ce qu'il veut à 100%, et là le jeu va être un jeu libre. Soit au contraire, on arrive à quelque chose de très structuré, avec des règles très strictes et aucune possibilité d'initiative de la part de l'enfant. Et là, on arrive à l'extrême droite du document, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle l'instruction au sens, c'est en anglais, au sens très structuré, très rigide. Et l'idée, avec apprendre par le jeu, c'est pas de dire le jeu libre, c'est le choix ou l'instruction, c'est le choix. L'idée, c'est de se dire peut-être que la balance entre les deux est bien. Et si on essayait de trouver quelque chose entre le jeu libre et le jeu parfaitement strict, on va dire, eh bien, on arriverait soit au jeu guidé avec l'adulte qui vient apporter sa pierre pour faire évoluer, ou alors des jeux de société. Et là, on arrive à prendre en compte à la fois le choix de l'enfant, puisque évidemment l'enfant, son choix est important dans ses apprentissages et dans le jeu, mais également l'adulte, l'éducateur a également un rôle important à jouer. Alors, pour aller plus loin dans qu'est-ce qu'apprendre par le jeu, on va dire. Alors, il y a peu de choses, on va dire, à savoir, mais ces choses-là se basent sur
différentes recherches qui ont été faites par la Fondation Lego et qui résument, alors j'allais dire, la Fondation Lego n'a rien inventé au sens strict, c'est plus un recueil de données avec différentes possibilités de travail qui a mené à un résumé. Alors Marie, je ne sais pas si c'est ma diapo qui est bloquée ou s'il faut aller... Voilà, la diapo d'après. Merci. Et alors, du coup, ces compétences, on va dire, sont quand on travaille une activité, l'idée, c'est de se baser sur des différentes caractéristiques nécessaires à l'apprentissage ludique. Alors, ces caractéristiques, comme vous le voyez, sont au nombre de 5. C'est ce qu'on voit sur les 5 petits ballons. Alors, la première, je vais dire, ça paraît évident, il faut que l'activité, pour que l'apprentissage soit le plus profond possible, le plus ancré possible, il faut que l'activité soit joyeuse. Évidemment, rien ne stimule plus les enfants que si on a plaisir, enfin les enfants et nous-mêmes d'ailleurs, si on a plaisir à faire une tâche. Et même quand la chose devient difficile, si on retrouve cet aspect joyeux, eh bien, on arrive plus facilement à rester concentré un peu plus longtemps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que l'activité soit significative, c'est-à-dire au sens où elle doit signifier quelque chose à l'enfant et ça doit tenir compte, et on doit, nous, en tant que personne, être capable de faire référence soit à quelque chose que l'on sait déjà, soit à quelque chose que l'on aime faire, et il faut que ça résonne en nous pour que petit à petit, d'une idée à une autre, on arrive à faire le lien entre telle chose dont j'ai parlé, j'ai expérimenté la fois d'avant, et puis ce que je suis en train de faire maintenant, pour petit à petit construire le savoir. Et là, pareil, on arrive à un savoir beaucoup plus profond. Même ordre d'idée, il faut, pour qu'une activité soit parfaitement, on va dire, adaptée et agréable à vivre, il faut qu'il y ait un engagement actif de la part de l'enfant, dans ce sens où, naturellement, il va être immergé dans l'activité et tout naturellement, l'apprentissage va se faire, presque sans savoir, on va dire. L'autre aspect, il faut que les activités et le processus d'expérimentation et de réflexion soient itératifs, c'est-à-dire non pas répéter bêtement les choses, mais que l'on puisse faire des essais, faire des erreurs, tester, voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, essayer de trouver des solutions pour pouvoir reproposer quelque chose. Et par essai-erreur, essayer petit à petit de bâtir soi-même ses connaissances. Enfin, le dernier point, c'est la partie interaction sociale qui est très, très importante. L'idée, c'est de se dire que, alors certes, on peut apprendre seul, mais que pour que l'on soit motivé dans l'apprentissage, il faut qu'il y ait une grande interaction avec ses pairs. Les camarades peuvent interroger sur pourquoi tu as proposé ça. Et du coup, ça nous fait réfléchir et se dire, bah, tiens, je vais expliquer, je vais essayer de négocier, je vais essayer de voir si on peut arriver à un compromis. Et petit à petit, on arrive en interagissant les uns avec les autres à bâtir justement ce genre d'activité. Donc, ce qui est très intéressant dans cette histoire, on va dire, c'est que, alors c'est ce qui est résumé sur la diapositive, évidemment, ces 5 compétences, on va dire, si on arrive à les mettre dans les activités, alors c'est top, on va dire, puisque l'enfant pourra à la fois avoir, on va dire, le lien avec ce qui est joyeux, significatif, l'engagement actif, itératif et les interactions sociales, mais toutes ne sont pas forcément nécessaires en même temps. L'idée, c'est au fil du temps de varier un petit peu sur quoi on va interagir pour proposer des séances aux enfants beaucoup plus sympathiques à vivre, on va dire. Alors, c'est exactement sur quoi on s'est basé pour les Lego Braille. On s'est toujours basé sur ces 5 caractéristiques pour proposer nos activités. Donc, c'est le seul webinaire où on va rentrer très en détail dedans. C'est pour ça que là, on va vous proposer un petit film, alors qui est en anglais, mais je parle dessus pour ceux qui ne parlent pas ou qui ne lisent pas anglais. Et ça va vous rappeler, du coup, les 5 compétences importantes qu'on vient de voir. Numéro 1, s'engager activement. Avoir des idées ou simplement apprendre quelque chose de nouveau est beaucoup plus probable lorsqu'on est activement engagé. Cela veut-il dire danser ou sauter dans tous les sens? Eh bien, cela pourrait, mais ce n'est pas obligatoire. Il s'agit plutôt d'être tellement impliqué dans ce que l'on fait, de sorte que l'apprentissage se fasse naturellement. Par exemple, lorsque les enfants résolvent un problème du monde réel,
qui fait sens pour eux. Ils échangent entre eux, mènent des recherches, font des interviews. Ils s'immergent dans le sujet. Ou lorsqu'ils démontrent le même niveau d'implication avec les technologies créatives. Ils manipulent, construisent des modèles et obtiennent un retour d'information immédiat lorsque les modèles sont testés. Ces enfants sont concentrés, impatients d'explorer et de se remettre en question. Numéro 2, interaction sociale. Nous pouvons bien sûr jouer et apprendre par nous-mêmes, mais nous partageons des idées et quelque chose se passe. Cela nous donne l'occasion de voir les choses d'un autre point de vue, d'expliquer les choses, de négocier puis de trouver un certain compromis. Nous apprenons à communiquer et échanger avec les autres. Comme ces enfants, le factotum de leur école a besoin de plus d'espace pour ranger ses outils. Et les enfants ont décidé d'aider. Le problème leur parle, ainsi qu'à ceux qu'ils aiment. Concevoir et construire ensemble une solution exige une interaction sociale réussie. C'est un moyen pour les enfants de pratiquer la compétence la plus importante pour leur futur emploi et la vie en général, en étant capable d'opérer dans une équipe. Numéro 3, itératif. Apprendre ne consiste pas toujours à se faire dire comment faire quelque chose correctement. Parfois, il faut quelques erreurs pour savoir comment progresser, continuer d'essayer et y arriver à la fin. C'est l'apprentissage itératif des manuels scolaires. Et ici aussi, il faut tester. Oui, ça marche, en changeant quelque chose et ensuite en testant à nouveau. L'itération renforce la pensée critique et le raisonnement. Cela conduit à une compréhension plus profonde de ce qui fonctionne et pourquoi. Numéro 4, joyeux. Apprendre prend souvent beaucoup de temps et le succès peut sembler loin. Soyons honnêtes, c'est difficile si vous ne vous amusez pas. Mais quelle joie d'y arriver! Et plus nous nous impliquons, plus nous apprécions. Notre stimulation augmente avec le sentiment de progresser. C'est aussi apprécier faire une tâche pour soi-même. La joie est une énorme motivation pour continuer d'apprendre. Numéro 5, significatif. Lorsqu'une tâche a un sens pour nous et s'appuie sur ce que nous savons, lorsque nous avons envie d'apprendre, l'apprentissage prend tout son sens. Ces enfants vont se rappeler comment ils se sont attelés à résoudre le problème du factotum de leur école, parce que cela signifiait quelque chose pour eux. Apprendre en résolvant des problèmes. Oups. Ah bah zut. Il manque la fin du film. Ces enfants vont se rappeler comment ils se sont attelés à résoudre le problème du factotum de leur école, parce que cela signifiait quelque chose pour eux. Apprendre en résolvant des problèmes de la vie réelle ne profite pas seulement en tant qu'individu, mais aussi à leur famille, leur école, leur communauté et au monde. Lorsque vous vous emparez d'idées, que vous comprenez comment elles sont connectées et que vous les appliquez éventuellement dans de nouvelles situations, c'est l'apprentissage le plus profond. Numéro 1, encore. Tout ça pour dire que le jeu, c'est un entraînement à l'inattendu et qui nous prépare en quelque sorte à la vie. Il me semble qu'on a pas mal parlé. Moi, je trouve que ça serait bien qu'on commence à jouer. Je vois le temps qui passe. Il est déjà presque 5h30. Et on avait une activité à vous faire démarrer, qui peut être faite de deux façons. Soit vous avez des Lego avec vous et à ce moment-là, c'est très bien. Soit vous jouez et vous allez avoir accès à une petite application digitale qui a été mise au point par la Fondation Lego et pour laquelle vous allez avoir besoin de votre téléphone. Alors, je prépare un petit peu la chose. Donc, si vous avez des Lego, il en faut 6, ça suffit. Et vous allez avoir une tâche de construction pendant quelques secondes. Voilà, j'arrive
avec le partage d'écran. Et si vous avez envie de jouer avec l'application, prenez votre téléphone. Vous allez devoir scanner un QR code. Ça veut dire le prendre en photo avec votre téléphone et ça va vous envoyer sur l'application en question et vous allez pouvoir avoir accès. Je vais le faire moi-même, comme ça je vous guide au fur et à mesure parce que l'application est en anglais. Donc, on arrive sur une application et le but, donc elle s'appelle Duck, ce qui veut dire canard en anglais. Et le but, c'est de construire un canard à partir de 6 Lego différents. Alors, si vous avez 6 briques Lego Brick, c'est très bien. Si vous avez 6 autres Lego aussi. Et sinon, vous pouvez faire avec l'application. Donc, vous vous retrouvez sur une petite page avec écrit How to Build. Et on vous explique que vous pouvez, avec votre doigt, appuyer sur une pièce et la déplacer pour connecter les briques. Donc, c'est le premier petit point. Vous pouvez continuer et taper dessus. Ça, on vous dit qu'avec un double tap, vous allez pouvoir faire tourner la brique. Je tape encore dessus. Là, ça me dit aussi que pareil, un double cliquer glisser permet de faire tourner le canard pour voir comment il est. Je tape encore. Vous avez des petits yeux qui apparaissent pour vous expliquer que vous pouvez changer l'aspect du canard. Et ensuite, le dernier vous indique que le quack, ça va être ce qui est écrit quack, c'est le bouton pour lancer votre canard. Je vois déjà un canard apparaître dans la mare. Donc, vous vous retrouvez avec 6 briques et des canards à construire en 45 secondes. Voilà. Il y en a déjà 2 dans la mare et au fur et à mesure que vous les envoyez, je vais enlever le QR code, ils arrivent dans la mare. J'en vois déjà 3, pas mal, 4. Et ceux qui veulent les construire du coup avec des Lego, n'hésitez pas à lever la main dans le webinaire et on vous permettra d'avoir accès, enfin on vous autorisera l'accès à la caméra. Voilà. Alors, encore des canards. Dis donc, pas mal là. On voit pas mal qui arrivent. Alors, il y en a quand même pas mal de différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui est-ce qui a envie de nous en montrer? Qu'est-ce qu'on construit actuellement en Lego? Ou ça peut être, je dis Lego, ça peut être tout à fait... Là, je vois Marie-Laure qui lève la main. Marc, est-ce que tu as accès? Est-ce que tu peux contrôler à distance les gens qui lèvent la main? Parce que je n'ai plus le contrôle. Ça y est, j'ai autorisé normalement la discussion avec Marie-Laure. Oui, bonjour Marc. J'arrive pas à aller sur le QR code, du coup, est-ce que tu peux m'envoyer? Je remets au départ si vous voulez. La seule solution, c'est de le flasher avec l'appareil photo, parce que sinon, je n'ai pas d'autre solution que ça, parce que l'application est générée spécifiquement pour aujourd'hui. Je réessaye. Oui. Alors, ceux qui en ont fait un peuvent en refaire un deuxième. On peut augmenter le nombre de canards dans la mare. On a Élise qui lève la main aussi. Il y a Angélique aussi. Comment j'envoie mon canard de l'appli? Alors, vous avez juste le petit encart qui s'appelle Quack. Vous appuyez dessus et ça l'envoie dans la mare. J'ai donné l'autorisation à Angélique. Angélique. Oui, je n'arrive pas à mettre les Lego en fait en dessous. Il faut faire un double clic aussi parce qu'en fait, le Lego se pose toujours sur le dessus. Ah, pour le poser en dessous. Alors, vous avez aussi un petit onglet pour changer de 2D en 3D. Ça peut... oui. Ah oui, voilà, c'est plus simple, effectivement, oui. Encore quelques petits canards. Allez, je laisse encore Katia lever la main. Je n'ai pas de quack. Ah. Je vérifie sur la mienne. Donc, une fois que tous les Lego... Alors, il faut utiliser tous les Lego. Vous ne pouvez pas n'en utiliser que 4 ou 3. Et une fois que vous avez tout utilisé, vous avez un bouton jaune avec marqué quack. Et c'est ça qui envoie dans la mare les Lego. Les canards. Encore quelques petites secondes. Ils sont bruyants en tout cas, tes canards. Ouais. Allez, je crois qu'on va arrêter. On a eu aujourd'hui 83 canards, qui est quand même plutôt pas mal.
Et alors, si on revient et qu'on les regarde, ah non, non, on est obligé de redémarrer, on ne peut pas les regarder à nouveau, tant pis. Qu'est-ce qui vous frappe dans ces canards et qu'est-ce qui est remarquable, si je puis dire? Est-ce que quelqu'un a une idée sur les... Tu te souviens combien de marques on avait de canards? 83. 83 canards. Ouais. Tous différents et acceptés. Ouais, j'ai créé 2 canards au couac, mais je ne les ai pas vus sur mon téléphone. Aïe. Vous ne les voyez pas sur votre téléphone, vous les voyez à l'écran sur ce que moi je projetais. Grande diversité de formes et pourtant on reconnaissait bien un canard. Voilà. Ce qui est vraiment frappant, c'est que c'était tous des canards et ils étaient là tous différents. Parfois, ils sont presque différents. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que malgré le fait que tous les participants avaient les mêmes 6 briques, ceux qui ont participé comme ça, on n'a pas eu de canard en direct. C'est le problème des webinaires. On serait en atelier en direct, ça aurait été plus sympa et plus accessible. D'ailleurs, on est désolé, mais cette application n'est pas accessible pour les gens qui sont braillistes. C'est bien dommage, mais on essaie de travailler dessus. Du coup, vous aviez les mêmes briques. Vous travailliez tous avec la même tâche et dans le même délai. Mais on a eu 83 idées différentes, donc 83 canards différents. Et du coup, c'est vraiment ça avec lequel on travaille, cette ouverture d'esprit sans limitation pour arriver à faire travailler les enfants et à concevoir des pédagogies qui soient le plus ouvertes possible. En anglais, on dit mind zone, vraiment où l'état d'esprit est le plus ouvert possible. Alors, on espère que vous avez pris du plaisir déjà à participer à cette activité. Je vais reprendre le partage d'écran pour le diaporama de tout à l'heure. Et on va continuer un petit peu. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière. Ça ne devrait pas être là. Oups. Décidément. Voilà. Marie, je te coupe 2 secondes, mais il y a juste une personne qui demande si tu peux décrire 1 ou 2 canards pour que la personne puisse se les représenter. Oui, alors ces canards, ils avaient d'abord une grande brique qui correspond au Lego Braille Bricks, qui était une brique en 2x4, donc un grand rectangle long. Il y avait 2 briques carrées. Alors ces briques-là étaient jaunes. 2 briques carrées, une brique un peu plus rectangulaire petite et ensuite 2 briques rouges, alors que certains ont utilisé des briques plates, que certains ont utilisé pour le bec, les pieds. Donc on était vraiment dans du jaune et du rouge et des canards, pas forcément une tête de canard, mais tout le monde avait l'air très content de son canard. Tout ça pour dire que quelque aspect qu'ils aient, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé pendant ces 45 secondes. Tout le monde était extrêmement, je pense, impliqué là-dedans et les cerveaux, globalement, fonctionnaient à fond. Il y avait donc tout ce que vous avez à l'écran là. Alors, sur l'image de l'écran, on a un petit cerveau et tout un tas de compétences qui sont travaillées autour. On liste qu'on a travaillé au minimum 24 compétences pendant cette activité. Donc, lorsque vous avez reçu la tâche, vous avez dû rester attentif et vous autoréguler parce qu'il n'y avait pas d'instruction de montage. On n'a absolument pas dit comment le faire, quelle pièce mettre où. Vous n'aviez que 45 secondes, même si on a pris plus pour l'accomplir. Alors, du coup, vous avez dû utiliser vos images mentales, votre attention, de la mémoire à long terme pour réfléchir à l'aspect d'un canard avant de le visualiser et essayer d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler en Lego. Il y avait de la régulation émotionnelle parce que 45 secondes, ce n'est pas beaucoup et ça met un petit peu de pression. Pendant que vous construisiez, vous avez probablement revu l'image d'un canard dans votre tête. Et vous avez réalisé à ce moment-là que vous ne pouviez pas construire ce canard exactement comme dans votre tête avec les Lego. Du coup, il a fallu s'adapter, utiliser d'autres stratégies. Et une fois que la construction a été terminée, je suis sûre que vous avez trouvé que votre canard était le plus cool de tous les temps, j'espère. Et du coup, vous étiez fiers du résultat. Donc, c'est vrai qu'il y a eu de l'efficacité, de la recherche visuelle, de la représentation symbolique, de la conscience kinesthésique, représentation spatiale.
des compétences sensorimotrices, même sur le téléphone et l'application, la flexibilité mentale, la mémoire de travail, des compétences plus spécifiques de la motricité fine, des compétences spatiales, mémoire, donc on a dit à long terme mais à court terme aussi, de la flexibilité cognitive et de l'imagination, de l'auto-évaluation, des capacités de distance, un fonctionnement social adaptatif, de l'imitation, de la perception visuelle et du faire semblant. Donc, tout un tas de compétences, en fait. Donc, là, on en liste 24, mais qui pourraient être plus importantes encore. Et qu'en fait, on dit quelles sont les compétences du 21e siècle. Donc, la pensée critique, je vais passer un petit peu vite là-dessus, la résolution de problèmes, la collaboration, la communication et la créativité, et l'innovation. Mais en fait, toutes ces compétences-là, on les a regroupées dans la Fondation Lego d'après les recherches dans ce qu'on appelle les compétences holistiques, qui sont au nombre de 5 et qui reprennent en gros tout ce qu'on vient de voir là aussi. Donc, on est dans un développement complexe de l'enfant et un apprentissage complexe. Et du coup, on se base sur des compétences globales. Et vous avez à l'image les 5 gros groupes de compétences qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et on a un petit peu comme l'image d'un cerveau. Donc, on a d'abord tout ce qui est compétences émotionnelles, ce qui permet de mieux comprendre les sentiments, de gérer les impulsions, de rester motivé, même lorsqu'on est confronté à des difficultés. On a aussi toute la partie des compétences cognitives qui ont été travaillées. Et là, ces compétences-là, c'est pour aider à maintenir l'attention. C'est ce qui nous permet de résoudre des problèmes, d'être capable de passer d'une tâche à l'autre et de se recentrer rapidement. On a également à développer des compétences physiques, des aptitudes physiques qui consistent à être physiquement actif et impliqué, à utiliser ses sens pour développer notamment une meilleure compréhension de l'espace. On a d'autre part aussi toutes les aptitudes sociales qui permettent, elles, de négocier, de communiquer avec d'autres personnes, qui permettent aussi de développer l'empathie, la meilleure compréhension des pensées et des sentiments. Là, c'est vrai qu'à travers l'application digitale, c'est plus limité. C'était notamment plus limité. Et puis, on a aussi les compétences créatives, c'est-à-dire la capacité à trouver de nouvelles idées, à les exprimer de manière à créer de la valeur et du sens pour soi-même et pour les autres. Voilà, et vous verrez que tout le concept pédagogique qui découle des Lego Braille Bricks, qui est attaché aux Lego Braille Bricks, repart de ces compétences holistiques-là. Et alors, décidément, je crois que je n'ai pas tout à fait. Bon, donc on revient un petit peu en arrière. Hop. Il y avait une dernière petite chose un dernier petit exercice que je voulais faire avec vous avant de repasser la parole à Marc, qui était celui-là. Voilà, si on présente ce qui est affiché à l'écran à des enfants, un groupe d'enfants, alors il est écrit 2 plus 2 égale. C'est l'exercice du jour. Alors, 2 plus 2 égale, j'attends vos réponses. Est-ce que le chat s'active? Marc, 2 plus 2 égale. Alors, il y en a plein qui répondent 4. Ah, voilà, bravo. Alors, qui a été le premier à répondre 4? C'est Monsieur Aymon, Yannick Aymon. Yannick, bravo Yannick. Donc, Yannick a très bien répondu et Yannick est le seul grand vainqueur de cette question. Alors, du coup, ça nous fait plus d'une centaine de personnes frustrées qui certainement avaient la réponse, mais qui n'ont pas pu la donner, puisqu'elle a déjà été posée, elle a déjà été donnée, la réponse, puisqu'il n'y en a qu'une, en fait. 2 plus 2 égale 4. Bon, bah voilà, c'est fait, c'est posé. Décidément, mon PowerPoint... Alors, juste une chose, Marie, il y a quand même des personnes qui ont répondu 2 plus 2 et 3 plus 1. Oui, ça marche aussi. C'est vrai. Et ce que je voulais voir, c'était qu'il y aurait une autre façon de le poser. Alors, peut-être vous avez un petit peu triché parce que mon PowerPoint, on l'a vu à l'avance, qui était de poser le problème dans l'autre sens et de dire 4 égale. Et là, pareil, il y a une réponse qui peut mettre quelque chose. 1 plus 3, 3 plus 1, 0 plus 4, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà, donc moi j'en ai plein aussi. 2 plus 2, 7 moins 3 qui fonctionne aussi. 2 fois 2. 6 moins 2.
Tout à fait, 6-2. Donc là, on a une multitude de réponses possibles qui sont justes. Alors, il peut y en avoir des fausses, mais là, en l'occurrence, elles sont justes. Ce qui permet, du coup, voilà, d'avoir une ouverture d'esprit et de ne pas, j'allais dire, frustrer les personnes qui répondent, mais en l'occurrence, ça peut être les enfants aussi, mais de permettre d'avoir beaucoup plus de gens impliqués et de gens contents et satisfaits d'eux parce qu'ils auront trouvé une réponse. Et en même temps, ça laisse aussi un éventail beaucoup plus large de réponses possibles. Et du coup, les enfants vont pouvoir répondre à hauteur de là où ils en sont dans le développement de leurs compétences. Donc, on est vraiment, vous verrez dans les activités, on est vraiment là-dessus sur essayer de voir comment offrir le plus de possibilités possibles, le plus de possibilités aux enfants pour donner des réponses et s'impliquer et participer dans cet apprentissage qui est le leur. Du coup, je repars. Alors, parmi les réponses, il y a Anne-Étienne qui avait l'esprit de contradiction parce que la première question, elle a répondu 2 + 2 et la deuxième, elle a répondu 4. Ah oui, 4 = 4. Mais c'est une réponse qui fonctionne. Oui, tout à fait. On y est tout à fait encore. Voilà, il nous reste 5 petites 5 minutes, j'allais dire, j'espère, parce que moi, j'en ai pour 5 minutes pour conclure, on va dire, avec ce petit schéma que vous voyez à l'écran. Et alors, dans l'idée, pour ceux qui n'ont pas accès à l'écran, on a un personnage qui est en train de réfléchir. En dessus de sa tête, c'est marqué état d'esprit, mentalité. Et il y a un triangle qui tient dans sa main, ou presque un peu comme une lumière, où il y a une partie conception, design, une partie pratique et une partie réflexion. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu ce dessin pour essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut représenter. Donc, ce personnage, on va dire, ça peut être vous ou moi, et l'idée, c'est qu'il représente l'éducateur en train d'essayer de se dire qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire avec mes élèves pour que ce que j'essaie de leur apprendre fonctionne. Et l'idée, c'est de se dire, en tant qu'éducateur, j'ai la possibilité d'agir finalement sur ce que je propose aux enfants. Et on peut imaginer, alors je dirais maintenant des enseignants peut-être un peu vieux, on va dire, et démodés, qui ne verraient l'apprentissage que par le biais de j'ai un savoir en tant qu'enseignant et je dois forcément le transmettre tel quel et presque le rentrer à coups de marteau ou à coups de règle sur les doigts, on va dire, dans la tête des enfants. Donc ça, on va dire, ça peut être une possibilité très étriquée de procéder. Mais l'idée, c'est surtout de se dire, mais comment je vais pouvoir faire pour essayer de proposer quelque chose aux enfants que, en tant qu'enseignant, je reconnais comme étant curieux, intéressé, motivé. Et essayer de construire ensemble un savoir avec eux plutôt que de leur calquer quelque chose tel quel, finalement, essayer de faire une photocopie de ce que je sais dans leur tête, on va dire. Un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on est plus en train de travailler des compétences et non pas uniquement des connaissances. Donc, les implications, on va dire, qui en découlent, c'est que le rôle de ma pratique en tant qu'enseignant, eh bien, va être d'essayer de faire confiance aux enfants et de pouvoir observer et de réajuster finalement mes propositions par rapport à ce que j'observe. Alors, si on veut prendre un exemple classique, par exemple, du vilain petit canard, l'histoire du vilain petit canard, si mon objectif, c'est de travailler cette histoire avec les enfants, eh bien, j'ai plein de possibilités, on va dire, qui s'offrent à moi. La première, ça pourrait être, alors je la qualifierais de mieux, on va dire, ce serait d'arriver avec carrément une famille canard réelle dans la classe, et puis de raconter mon histoire à partir de ça. Du coup, les enfants vivent en même temps et découvrent les animaux. Bon, on va dire que c'est peut-être très bien, mais ça reste quand même utopique. Et en plus, avec les conditions sanitaires actuelles, c'est quand même très compliqué. Mais en tout cas, il y a d'autres possibilités qui s'offrent à moi et je vais peut-être me dire, je vais pouvoir raconter l'histoire. Je vais peut-être pouvoir raconter l'histoire en mettant des voix amusantes pour la raconter et la rendre plus attrayante. Je peux demander aux enfants eux-mêmes de jouer, de faire un jeu de rôle et de raconter un petit peu cette histoire, qu'ils soient vraiment impliqués. Et on peut imaginer des multitudes et des multitudes de manières d'entrer dans l'activité, donc sur le dessin, ce qui est représenté par design, la conception.
comment je vais aborder l'activité que je propose aux enfants. Et pour que ça fonctionne bien, on va dire, par le jeu, on va dire, dans l'idéal, ça serait de pouvoir proposer mon activité, de laisser les enfants interagir entre eux, voir un petit peu comment ça se passe, et surtout, quelque chose qui est très dur à faire, comme je vous dis, moi j'ai été enseignant pendant très très longtemps, et je sais que c'est dur à faire, de se dire finalement, de rester en retrait et d'observer, de laisser les enfants interagir entre eux, ou même tout seuls, et essayer d'avancer, de faire eux-mêmes leurs essais-erreurs et de proposer des choses. Donc savoir, on va dire, proposer des activités sympas, mais savoir aussi se mettre en retrait et en observation, et puis, quand c'est nécessaire, on va dire, pouvoir poser une petite question, essayer d'aider un petit peu en ce qu'on appelait le jeu guidé, essayer d'apporter une petite touche si vraiment les enfants sont complètement bloqués. Donc voilà, c'est une chose primordiale, on va dire, qui résume bien l'état d'esprit de ce que c'est qu'apprendre par le jeu. Et afin de favoriser l'apprentissage par le jeu, il faut donc avoir conscience que notre état d'esprit va influencer notre pratique, évidemment, et notre réflexion également en matière de conception de nos activités. Et si on a en tête cet état d'esprit qui est la chose principale finalement, plus les 2 éléments qu'on vous a donnés, donc les 5 caractéristiques d'apprentissage du jeu et les 5 catégories de compétences holistiques, eh bien on arrive à ce qu'est finalement la conception, la philosophie, on pourrait dire, d'apprentissage par le jeu. Voilà. Et du coup, juste pour finir avant les éventuelles questions, s'il y en a, parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais j'imagine que c'est l'heure. Oui, c'est ça. Et pour vous dire que, donc, comme vous le savez déjà, Marie vous en a parlé au début, mais donc, il y a une série de 13 webinaires, je répète, tous différents. Donc là, on a vu la philosophie générale d'apprendre par le jeu. Et demain, le webinaire sera consacré au Lego Braille Bricks l'objet, on va dire, Lego Braille, avec un petit peu son histoire, Lego, Braille, briques, qu'est-ce que c'est, etc. Donc en 45 minutes, vous aurez une compréhension de pourquoi, comment on en est arrivé, on va dire, à cette boîte que certains ont déjà dans les écoles. Et pour les inscriptions, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire sur le site Abracadabraille, vous avez le lien direct d'inscription. Ben voilà, les 3 quarts d'heure sont passés. J'allais dire, on a tenu notre timing. Et on est là, donc oui, si vous avez des questions ou pas, je vois qu'il y a eu des gens qui ont des difficultés à se connecter. On a eu quelques messages au fur et à mesure. Chaque lien qui est envoyé est personnel et chaque code l'est aussi. Du coup, ce n'est pas possible d'en envoyer un pour quelqu'un d'autre puisqu'il est associé à une adresse mail. Il y a pas mal de questions sur les enregistrements, les choses comme ça. On a des remerciements, Marc, par rapport à cette session. Oui, et je vois une question sur les diapos, justement. Est-ce qu'on pourra les partager? Alors, en fait, pour l'instant, j'ai déjà répondu à Yann, j'ai oublié son nom. Yannick. Monsieur Aymon, Yannick, c'est ça. Par rapport, donc nous, on est tout à fait prêt à partager après nos supports avec tout le monde, sauf que là, ils vont être réutilisés dans le cadre d'un MOOC. Et comme vous le savez peut-être, il y a la possibilité, si vous assistez à au moins 8 de ces 13 webinaires actuels du mois de mars, vous pourrez obtenir une certification de la part de la Fondation Lego. Ça sera pareil avec les MOOC. Et donc, c'est seulement après ces séries de MOOC qu'on pourra partager volontiers avec tous ceux qui demanderont. D'accord, je vois que quelqu'un nous dit un mercredi, mais on est là demain aussi. Et il y avait la question par rapport au webinaire en anglais. Alors, ceux qui ont lieu en anglais sont exactement les mêmes que ceux qui ont lieu en français. Donc, demain, par exemple, on a la session en français à 5 heures et la même session en anglais à 18h30. Alors, si vous avez envie de nous suivre dans les 2 langues et de vérifier dans laquelle on s'exprime le mieux, vous êtes tout à fait invité à le faire, mais sinon, vous risquez d'être déçus parce que ça sera à peu près le même contenu.
Je vois une question aussi, Marc, sur… donc pour les enregistrements, pour l'instant, ils ne sont pas en ligne. Les enregistrements anglais sont mis en ligne au fur et à mesure parce qu'ils sont déjà prêts, qu'on les avait déjà faits. Les Français, on n'est pas encore sûr d'avoir l'autorisation de le faire, donc il faut être patient. Voilà, on mettra, si c'est le cas, on mettra des informations sur le site internet d'Abracadabraille. Oui, parce que juste pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, il se trouve que normalement, les webinaires ne devaient se faire qu'en anglais. Et comme on est français, bah, du coup, on a proposé de les faire en français aussi. Mais ça pose les problèmes des autres langues, espagnol, allemand notamment. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas sûr de pouvoir après repartager finalement tout ça par vidéo, on va dire. Alors, Marie, il y a une question par rapport à la certification sur est-ce qu'on la recevra par mail? Oui, on est parti sur un mail pour tout le monde. Je vois une question aussi dans les questions et réponses sur est-ce qu'il y a une différence d'utilisation de la boîte par un ergo par rapport à un enseignant, mais ça, on vous reprendra ça avec vous justement par rapport au concept pédagogique mercredi, où on abordera ça. Demain, on est vraiment plus sur l'histoire, on va dire, l'histoire des Lego, l'histoire du braille et de son concepteur, et puis rapidement l'histoire de ces Lego Braille Bricks. Où sont les vidéos en anglais? Sur notre chaîne YouTube, Lego Braille Bricks. Donc, si vous avez du mal à la trouver en allant sur le site internet legobraillebricks.com, vous avez un onglet facilitation et à l'intérieur tout un tas de petites cartes, une pour s'inscrire au webinaire et une pour les regarder en replay. Et au fur et à mesure que les webinaires ont lieu, on met le lien pour pouvoir aller les revoir. Oui, je voulais juste rebondir une dernière fois sur la certification, puisque en fait, pour vous dire que vous n'avez rien à faire, on va dire tout se fait automatiquement, c'est-à-dire il faut certes s'inscrire à au moins 8 sur 13 webinaires, il faut être là au moins évidemment en présentiel ces 8 séances-là, et après ça se fait automatiquement en fait, tout est géré, on va dire, par l'intermédiaire de Zoom qui permet de nous dire qui a été là à tel ou tel moment, pour pouvoir générer les certifications qui sont envoyées par mail. Alors, il y a une question, qu'est-ce qu'un MOOC? Un MOOC, c'est ce que je disais, c'est un cours en ligne, donc quelque chose de plus structuré qu'un webinaire avec notamment des questions, des interactions où on va vous demander vous aussi de participer et puis quelque chose qui prend plus en compte votre participation pour pouvoir après valider une certification plus poussée, on va dire. Et quelque chose qui peut se regarder quand on veut, qui est déjà enregistré à l'avance. Je vois passer aussi des questions sur les inscriptions. Alors, les inscriptions, le lien n'est valable que pour… Si vous êtes inscrit pour le webinaire en français de demain, il ne sera pas valable pour le webinaire en anglais. Donc, il y a deux façons de s'inscrire. Sur le site Abracadabraille pour les webinaires en français et sur le site legobraillebricks.com pour les webinaires en anglais, dans l'onglet facilitation. Il faut vraiment deux inscriptions différentes, ça ne fonctionne pas sinon. Et Marc, je vois quelqu'un qui dit un enseignant n'est pas vieux, mais jeune avec des années d'expérience. Je ne peux pas contredire, hein, je suis d'accord. Alors, on nous demande aussi s'il y a besoin des briques. Pour cette semaine, non. On est vraiment dans les généralités et un petit peu d'histoire. À partir de la semaine prochaine, c'est bien si vous les avez pour les activités, les ateliers, parce qu'on vous propose de faire des activités avec nous. Si vous ne les avez pas, en tout cas pour les premiers jours, prenez des Lego classiques, ça fonctionne aussi. Et sinon, c'est quand même pas un souci parce qu'on a des vidéos, nous-mêmes, on va faire les activités. Vous aurez des gens qui vont pouvoir partager à l'écran ce qu'ils font et puis on va décrire ce qui se passe aussi. Donc, venez quand même, je dirais, ça fonctionne. Et alors, il y a une question par rapport de Christine de Suisse, par rapport référence sur le jeu. Donc, je mets dans le chat la référence du coup sur la Fondation Lego. Alors, c'est un site en anglais, mais on a plein d'informations sur apprendre par le jeu avec des exemples, etc. Et on peut, par l'intermédiaire, on va dire, de la traduction automatique d'Internet, arriver à accéder en français si vous ne parlez pas anglais. Alors, il y a quelqu'un qui demande si on doit s'inscrire à l'avance. Vous pouvez vous inscrire tout à fait à l'avance. Il y a des gens qui sont inscrits déjà depuis plusieurs jours, voire semaines, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Où se procurer les briques? On verra ça ensemble demain. On vous montrera, suivant le pays, de quel pays vous êtes originaire et à qui demander. D'ailleurs, on n'a pas demandé ça. Qui était d'où?
Oui. J'imagine qu'on a pas mal de gens de France, mais pas que. Alors, si vous êtes d'ailleurs, mettez-nous un petit peu dans le chat, que ça nous fasse voyager. Voilà, la Belgique est là, le Canada, bon, Yannick était là, donc ça nous a un petit peu vendu de rêve au départ. La Suisse, Raphaël, bon oui, bonjour Raphaël, bonjour encore. Le Luxembourg aussi, ben voilà. Ça y est, moi je voyage. Alors, il y a juste une petite question. Alors, je ne sais pas si tu as répondu, mais je ne pense pas, parce que je suis en train de lire et j'arrive difficilement à faire deux choses en même temps. C'est du coup par rapport à, est-ce qu'on est encore en période de recherche par rapport au Lego Braille, ou est-ce qu'on est dans le cadre de l'utilisation maintenant du matériel? Et oui, alors juste pour vous dire que pour l'instant, ces briques sont distribuées dans 20 pays. Donc, il n'y a plus d'expérimentation faite sur le concept pédagogique. Le concept pédagogique est fait tel qu'il est, on va dire. Après, c'est ce qu'on vous expliquera au fur et à mesure. Chacun peut en faire un petit peu ce qu'il veut, l'adapter finalement un peu à sa sauce. Et le concept pédagogique, l'idée, c'est de créer une forte communauté de personnes qui échangent pour essayer de proposer des activités, des petites choses sympas à mettre en œuvre. Donc, le concept pédagogique en tant que tel est fait, mais l'idée, c'est que maintenant, chacun participe finalement de ces propositions. Et je savais qu'on aurait un petit peu de soleil parce qu'on a Néla qui nous suit depuis la Réunion. Yannick aussi qui nous parlait de certification. Oui, si une partie des webinaires sont suivis en français et d'autres en anglais, il n'y a pas de souci, ça fonctionne et ça marche. On a aussi une question, à quoi sert la certification? C'est quelque chose qui prouve que vous avez suivi les webinaires. Si vous en avez besoin comme attestation de formation, des choses comme ça peut être valable. Alors toi, tu parlais de soleil, mais justement, moi, ça me fait réagir la réponse d'Olivier, en fait, qui dit qu'il est de mon cul. Et je dois dire que, ça m'a bien fait rire aussi, mais parce que ces boîtes vont partir, enfin les boîtes en tout cas à destination de mon cul vont partir vendredi par la poste. Donc bienvenue. Alors après, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas trouvé les conférences et qui demande les références, qui demande si c'est compatible avec le lecteur d'écran. Alors les deux sites internet sont compatibles avec tous les lecteurs d'écran. Donc si vous parlez des références de comment aller inscrire au webinaire, il y a l'accès. Alors si ce n'est pas ça, ce qu'on a mis en ligne, c'était justement le site de la Fondation Lego. Donc, vous tapez legofondation.com et il y a eu aussi les deux sites sur lesquels vous trouvez des informations par rapport au Lego Braille Brick, c'est-à-dire abracadabraille.org, qui est le site en français, et legobraillebricks.com, qui est le site anglais qui regroupe toutes les informations. On a pas mal de demandes concernant la livraison. Alors, pour la livraison, tous ceux qui ont commandé pour la France et le Luxembourg, normalement, devraient avoir leur boîte. Les derniers paquets de boîtes partent vendredi par la poste, comme je disais. Alors, ça met quand même un petit peu de temps. Et de toute façon, on fera mi-mars un sondage pour savoir si vous avez bien reçu vos briques. Et pour la Belgique, il y a la question pour la Belgique. Alors, c'est pas nous c'est la Ligue Braille qui gère ça. Il me semble qu'il y a, alors, je ne sais pas si elle est encore là, mais il y avait Adeline parmi nous qui gère ça en Belgique. Donc, si Adeline peut mettre un petit mot. Je crois qu'elles sont bien reçues en Suisse. Raphaël nous met un mot. Elle demandait aussi si des études universitaires publiées. Pour l'instant, il n'y en a pas sur l'utilisation. Il y a actuellement toute une recherche qui est menée par la Fondation Lego justement sur l'utilisation, avec notamment des gens qui sont interviewés, qui ont gentiment répondu, notamment en France, à des interviews la semaine d'avant, la semaine encore avant. Donc, vous serez peut-être amené aussi à être contacté pour nous aider à évaluer les répercussions et l'intérêt de ces Lego. Oh, on a quelqu'un de Tahiti. Oui, j'allais dire, elle a gagné. Elle a gagné. Non, c'est pas mal. Le Canada aussi. Non, je sais pas. Hein. Oui, tu parlais de soleil tout à l'heure. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. De toute façon, on est là encore demain après-demain. Et tout le mois. Et il y aura d'autres questions qui vont venir au fur et à mesure. N'hésitez pas. Et bien, je crois qu'il est temps de souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde et à demain, on l'espère. En français, en anglais, comme vous voulez. Bonne soirée. Au revoir.